Voilà, c'est parti. Chers amis, mesdames, messieurs, je tenais tout d'abord à vous dire le très grand regret que j'éprouve à ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour des raisons qui tiennent à mes obligations professionnelles. J'aurais beaucoup aimé partager ce moment pour des raisons qui tiennent à l'amitié qui nous lie les uns aux autres, en raison du souvenir aussi que j'ai du soutien constant apporté par Stéphane Saint-André lorsque, ministre du gouvernement, j'avais à affronter les moments difficiles des attentats qui, entre 2015 et 2016, ont profondément endeuillé notre pays. J'ai aussi conscience, comme vous, que nous sommes à un moment particulier de notre histoire politique. Jamais le risque de basculement de notre pays vers le populisme, et notamment vers l'extrême droite, n'a été aussi grand qu'il est aujourd'hui. Sans doute faut-il y voir les conséquences des échecs des politiques mises en œuvre par les gouvernements successifs dans un certain nombre de domaines, l'éloignement des partis de gauche, des classes populaires, et la confusion parfois très grande entre l'urgence sociale et les questions sociétales sur lesquelles un certain nombre d'organisations politiques mettent l'accent pour des raisons qui tiennent généralement à l'idée qu'elles se fondent de leurs intérêts électoraux de court terme. Ma conviction très profonde, et c'est celle que je veux simplement exprimer face à vous, c'est qu'il n'y a aucune chance de pouvoir résister à la montée du Rassemblement national si nous ne sommes pas en situation, dans le pays, de créer les conditions de l'émergence d'une force de gauche de gouvernement qui tienne compte des erreurs qui ont pu être commises dans le passé, mais qui puisse, dans une perspective européenne, et avec la volonté de réussir l'équilibre sans lequel rien n'est possible entre efficacité économique et justice sociale, qui puisse transformer notre pays et lui permettre de répondre aux enjeux de demain. Les principales questions auxquelles nous sommes confrontés sont de 4 ordres. Le premier, c'est celui que je viens d'évoquer. Comment faire en sorte, alors que la politique fiscale conduite par l'actuel gouvernement a donné et laissé le sentiment de l'injustice et de mesures prises systématiquement en faveur des plus riches, pour créer les conditions de la justice, c'est-à-dire de la correction par l'impôt des inégalités qui s'accroissent, pour essayer aussi de faire en sorte que les services publics, qui sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, puissent être financés. Je pense à l'école, je pense bien entendu aux services de santé, je pense à la police et à la justice. Comment faire en sorte que ce financement des services publics soit accompagné d'une modernisation du fonctionnement de chacun d'eux, et comment faire en sorte que ce que nous faisons sur le plan de la justice sociale, de la défense de l'État-providence, se fasse dans un contexte où nous ne remettons pas en cause ce que nous avons fait de positif pour restaurer la compétitivité de nos entreprises dans un contexte où, sans croissance, sans compétitivité des entreprises, la justice sociale demeure un vain mot. Le deuxième axe fondamental, c'est celui de la mise en compatibilité des objectifs de croissance sobre et sûre avec la lutte contre le réchauffement climatique. Certains préconisent que pour atteindre efficacement des objectifs de décélération de l'augmentation de la température et d'augmentation des gaz à effet de serre, il faudrait organiser la décroissance. Or, si nous avons la décroissance, nous n'aurons pas de possibilité de créer les conditions de la justice sociale parce qu'il n'y aura rien à répartir. Il faut donc, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les grandes filières porteuses d'avenir, je pense aux véhicules électriques, je pense à l'éco-mobilité, je pense à l'éco-construction, je pense à l'agriculture durable, nous puissions créer les conditions d'une croissance sobre et sûre qui permettent de créer les conditions de la justice sociale et de faire en sorte que, dans un dialogue nord-sud repensé, nous puissions aussi offrir aux pays du Sud la possibilité d'avoir enfin accès au développement. Pour cela, les enjeux de la politique énergétique sont centraux et nous savons à quel point l'énergie nucléaire peut permettre, bien entendu si elle est accompagnée du développement des énergies renouvelables, de créer les conditions d'un accès à une énergie qui soit à un prix compatible avec la compétitivité de nos entreprises et la lutte contre le réchauffement climatique. Le troisième sujet, c'est celui de l'amour de la France et de la passion de la République. Nous sommes radicaux, socialistes, républicains, sociodémocrates, hommes et femmes de progrès,
attaché au creuset des valeurs républicaines. Vous l'êtes, je le sais, plus que tout autre. Être attaché aux valeurs républicaines, c'est ne jamais remettre en cause l'autorité de l'État, mais rendre l'autorité de l'État acceptable au plus grand nombre en faisant en sorte que par le droit, l'égalité des citoyens face à la justice, face à la loi soit garantie. Garantir l'autorité de l'État, c'est faire en sorte que nous ayons une police bien formée et présente dans la proximité avec les citoyens et qui soit imprégnée des principes déontologiques sans lesquels nous ne sommes pas garantis qu'il n'y aura pas de discrimination et qu'il n'y aura pas d'acte de la police contraire aux principes républicains. Être républicain, c'est croire à la laïcité, c'est porter haut et fort cette valeur magnifique qui est le droit de croire ou de ne pas croire, et dès lors que l'on a fait le choix de sa religion, d'être garanti qu'on pourra la pratiquer librement parce que précisément dans l'État laïque, l'État ne reconnaît aucune religion en particulier. L'État républicain, c'est le refus du communautarisme, c'est l'ardeur mise par chacun dans la lutte contre l'antisémitisme, c'est la volonté de faire en sorte que partout où certains essaient de faire renaître les idéologies identitaires, nous puissions éviter les processus de repli sur soi qui sont parfois à l'avant-garde du racisme et de la xénophobie. Enfin, nous avons à nous battre pour que la paix sur le continent européen soit de nouveau possible et pour qu'au plan mondial, le multilatéralisme et la passion du droit permettent de résister à la force qui tue par la guerre, par les coups d'État, par la remise en cause des droits humains fondamentaux. Voilà ce que nous avons devant nous. Sur ces sujets-là, il y a à gauche des sensibilités différentes. Je ne crois pas aux gauches irréconciliables, mais je crois à la nécessité, plutôt que de rassembler des appareils qui sont parfois animés par des calculs différents et qui entretiennent des ambiguïtés qui sont de nature à favoriser l'avènement de l'extrême droite, je crois davantage à la nécessité de rassembler tous les Français autour des valeurs simples et claires de la gauche que je viens d'énoncer devant vous avec la plus grande sincérité. Alors, chers amis, chers amis du Parti radical, des sensibilités radicales et républicaines, je tenais à vous dire à quel point je me sens proche de vous et à quel point je forme des vœux pour que dans les semaines et les mois qui viennent, nous puissions ensemble contribuer à refonder l'espérance. Merci à vous.